Euh, Notre plan aujourd'hui, c'est de faire une expérience à distance. Hein? C'est vraiment pas idéal. C'est loin d'être idéal, mais ça reste que c'est un cours de labo. Puis, à un moment donné, je ne peux pas vous faire faire des rapports de conception ad vitam aeternam. Fait que là, celui-là, on va essayer de au moins discuter d'une couple d'affaires. Fait qu'on est juste 27, vous le savez, on est très interactif dans le cours. Fait que moi, je m'attends à ce que si vous avez des questions, vous levez la main, vous les posez, puis on va se mettre à en parler. Donc, est-ce qu'il y en a qui savent, qui connaissent des choses par rapport à l'interféromètre de Michelson? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez me dire? Oui, il ne faut pas utiliser le micro-ondes. Ça, c'est vrai, il faut que je fasse attention pour ne pas utiliser le micro-ondes. Mais là, tout le monde est dehors. J'ai mis mes enfants dehors. Ils sont ensemble à 2 mètres de distance, puis ils ne jouent pas avec les voisins. Fait que personne n'utilise le micro-ondes, on est correct. Fait qu'on ne perdra pas la connexion. Donc, est-ce qu'il y en a qui peuvent me parler de l'interféromètre de Michelson? Est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire des choses par rapport à l'interféromètre de Michelson? Oui, aucun enfant dans le micro-ondes, Sébastien, je vais faire attention. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à me dire sur l'interféromètre de Michelson, à part que c'est probablement l'expérience ratée la plus connue de l'histoire de la physique? Dites-moi quelque chose, l'interféromètre. Qui a déjà Euh, touché à un interféromètre de est-ce, Michelson? Ah, vas-y, Nicolas. est-ce qu'on m'entend? Comment? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Oui, 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 on t'entend. OK. Ben, c'est deux faisceaux laser qu'on va. Ouais, c'est deux faisceaux laser qu'on va faire suivre des chemins plus ou moins longs pour faire varier le pattern d'interférence pour pouvoir. D'accord. On va même pas D'accord. mesurer la vitesse de la lumière avec ça. Je sais pas. Euh, Peut-être, oui, c'est ça. Il y a clairement, en tout cas, Michelson, lui, il l'a fait. Mais là, Sarah nous rajoute, ça permet de voir des franges d'interférence. Notre plan, ce que vous connaissez probablement de l'interféromètre de Michelson, c'est justement Michelson. Donc, vous savez que ça fait des franges, mais vous savez peut-être pas que finalement, euh, on l'utilise beaucoup, puis en fait, la solution à bien des problèmes en spectroscopie, c'est de faire ce qui s'appelle la spectroscopie par transformée de Fourier avec un interféromètre de Michelson. Michel, tu m'as-tu fait un signe? Parce que la transformée de Fourier, c'est cool. Puis Ah, je l'ai réenseigné ça l'année passée. Ben ouais, ça, il y a 1 an et demi. Fait que... je suis tout à fait d'accord avec Michel. Moi, tout ce que Michel Enfin, elle ça va sert à dire, je suis quelque toujours chose. d'accord. Je suis toujours d'accord. OK. Donc, toi, tes as eu comme, Michel, toi, tes as eu comme étudiants, eux autres, en PhysMath? Ouais, ben OK, OK, c'est une bon. partie, plutôt la Vous avez pas plupart, tout. je pense. Avez-vous eu Jeff ou vous avez Michel? Tout le monde? On n'a pas Petite réponse. Michel. Heureusement, Michel. Michel. OK. Ouf. Bon. OK. Donc, notre plan aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer, OK, oups, je suis en train de barbouiller mes affaires. OK, je vais vous montrer notre montage de Michelson, il a l'air de quoi, au laboratoire. Puis je vais vous expliquer pourquoi on aurait le goût de faire de la spectroscopie par transformée de Fourier. OK, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Puis après ça, on va comme un peu genre faire l'expérience. OK? Mais la beauté de l'expérience de Michelson, c'est que je peux vous générer les données à l'ordinateur moi-même, puis vous les donner. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un set de données, puis vous allez l'analyser, mais c'est vous qui vous allez tous m'écrire pour me demander des données d'une certaine façon. Vous allez comprendre, mais il y a des paramètres à l'expérience, fait que c'est vous qui allez me les dire, puis moi, je vais vous donner ce que vous me demandez. OK? Puis, je vais vous montrer, ben, c'est ça, en fait. Si vous ne l'aviez déjà pas fait, j'imagine qu'il y en a qui ont lu un peu le protocole. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas lu le protocole? Est-ce qu'il y en a qui ont lu ou pas lu le protocole? Avez-vous des choses à me dire par rapport au protocole? Des mots, des phrases, des mots-clés, l'avez-vous lu, l'avez-vous pas lu? Qui l'a Moi, lu? Qui l'a lu? j'ai une petite question Oui. par rapport au protocole, là. C'est quelque chose qui m'a toujours mêlé dans cette expérience-là, là. La lame séparatrice, là.
Oui. Je comprends pas pourquoi le rayon incident, il diffracte pas. Ben, pas il diffracte, mais il se dirige pas vers le capteur en partie aussi. Je comprends pas pourquoi il y a une partie transmise puis une partie réfléchie. Oui, OK. Ben, je vais le montrer dans quelques minutes, puis on va pouvoir le regarder. Mais tu vas Ah, voir. parfait. Tu vas voir. Il y en a même une partie qui retourne à la source. Si, OK, parfait. En tout cas, mais oui, on va le regarder. Fait qu'en fait, c'est ça la prochaine affaire qu'on fait. Fait que là, je vais vous montrer le montage. On va en discuter. On va discuter de quelques petites affaires parce qu'en fait, moi, je trouve qu'il y a deux aspects importants dans cette expérience-là quand on l'a fait au laboratoire. Fait que là, malheureusement, c'est comme un peu moi qui va vous montrer ce que ça donnerait si on le faisait. Puis après ça, ben, vous allez faire vos calculs, ceux qui ne les ont pas encore faits, puis vous allez me revenir avec ce que vous voulez comme données, puis moi, je vais vous les donner. OK. Fait que notre montage, de quoi il a l'air notre montage? OK? Ça, c'est le montage au laboratoire. OK? On a, ça, c'est le montage en entier. On a les sources qui sont ici. On a ce que le monde appellerait le Michelson. Le Michelson, il est ici. Puis, on a un tout petit détecteur qu'on envoie dans un picoampère-mètre, puis après ça, ça s'en va dans l'ordinateur. C'est pas très compliqué. OK? Fait que là, ça ici, ça, c'est la partie, je pense que c'est Étienne qui vient de poser une question, c'est ça? Oui, non? Oui, oui. Oui, OK. Fait que tantôt, Étienne, il disait, il demandait ce que je vais décrire. Donc, là, donc, la lumière va partir de nos sources, puis va venir dans notre Michelson. Donc, ici, à l'entrée du Michelson, on a notre faisceau qui rentre. Ça, ici, c'est juste un trou. OK? Ça, c'est juste un trou. Donc, la lumière rentre, puis elle frappe ici un cube ou une lame séparatrice, ou on peut dire un cube, qui va séparer à 50 d'un côté, puis 50 de l'autre côté. Il va séparer le faisceau en deux. Donc, ça, j'imagine qu'il n'y a pas trop de surprises pour vous jusqu'à maintenant. OK? Un faisceau qui vient ici, un autre faisceau qui vient ici. Puis ensuite, idéalement, les deux miroirs sont parfaitement alignés. Puis la lumière revient exactement sur elle-même. Puis les deux faisceaux vont se recombiner pour aller ici vers le fameux détecteur que vous voyez ici. OK. Fait que là, ici, je vais mettre là, le dessin universellement reconnu du détecteur. OK? Question, Dan. Oui, 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 oui. Il n'y a pas de lame compensatrice dans ce montage-là? Non, pas dans le nôtre. Est-ce que tu peux nous expliquer, Mathieu, ce que tu veux dire par une lame compensatrice? Parce qu'il y a un des faisceaux qui va rentrer 3 fois dans le cube. Il va passer 3 fois à travers le cube, puis il y en a un qui passe juste une fois. Fait que tu veux égaliser en mettant une lame. Dans le cube, je ne crois pas que. Parce que là, le cube, si vous le voyez, là, je vais être obligé d'enlever mes petits dessins. OK? Euh, si. OK. Si tu. Oups. Est-ce que je peux intervenir? Interviens, s'il te Oui, plaît. les lames de retard sont utilisées quand c'est une lame qui est utilisée pour dévier les faisceaux, mais quand c'est un cube, il passe le même nombre de fois dedans. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas de besoin. Je pense que ce que Sébastien vient de dire, c'est tout à fait vrai. OK? Un petit peu. Est-ce que tu vois, Mathieu, que ici, j'ai un gros cube? Puis toi, tu disais, je veux compenser tout d'un coup que si le faisceau, il y a un des deux faisceaux. Si les deux faisceaux ne font pas la même chose, là, tu as lu ça fort probablement à quelque part, sur Internet peut-être. Puis là, tu te dis, ah oui, mais il y en a qui mettent des lames compensatrices. C'est parce qu'il y en a qu'au lieu d'avoir un cube ici, OK, au lieu d'avoir un cube, ils n'ont pas ça. OK, ils vont avoir une lame. Fait que s'il y a une lame qui a l'air de ça comme ça, ben, il y a un des faisceaux qui va rentrer, puis lui, il va être réfléchi. Il y a toujours un côté d'habitude qui va être sur une lame, là, il va avoir un côté qui va avoir une couche pour réfléchir à 50 Fait que ça va réfléchir, disons, de de la face principale, puis ensuite, ça va revenir. L'autre côté, lui,
il va dévier comme ça ici, il va revenir, puis il va réfléchir. Il y en a un qui va passer dans la lame 1, 2, 3 fois, puis l'autre va passer juste une fois. Ça, je pense que c'est ce que tu voulais probablement dire. Fait qu'on se retrouve on prend une lame qu'on va mettre ici, qui va avoir le même matériel, puis qui va faire que le faisceau qui va de ce côté-là va aussi passer 2 fois dans la lame, plus une fois à la fin, fait que ça va faire un total de 3. Mais dans un cube, on n'a pas besoin de faire ça. Est-ce qu'on le voit? Est-ce que tout le monde le voit? Oui? Oui. Bon, OK. Puis, c'est pas intéressant. Premièrement, il y a un alignement à faire. Il faut absolument que nos faisceaux soient parfaitement alignés. Puis là, ben ça, c'est un petit bout au labo qui est intéressant à faire. Puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air. J'ai un petit vidéo que j'ai trouvé, puis j'ai des photos que moi, j'avais déjà prises, puis je vais vous le montrer. Mais autrement, la partie importante, la partie qui nous intéresse le plus, c'est qu'on a un des miroirs, pas les deux, mais il y a un des miroirs qui est sur une vis micrométrique, puis on va le déplacer. Donc, finalement, on va mesurer le patron d'interférence en fonction de la position du miroir. Fait que si le miroir, on le tasse d'une certaine distance, par exemple de 1/2 micron, bien, il y a un des faisceaux que lui, il rentre dans ce bras-là, il avance d'1/2 micron, il frappe le miroir, il revient, il avance d'un autre demi-micron, fait qu'il fait le double de la distance, puis après ça, il vient interférer. Donc, si on envoie un faisceau laser, on s'attend à voir l'interférence du faisceau laser, puis ça, on a peut-être une idée de quoi ça a l'air. Mais si on envoie d'autres sortes de sources, ben, on va avoir une bizarre d'interférence. Puis là, ça, peut-être que ce n'est pas très clair pour vous pour l'instant de quoi ça a l'air. Fait que là, on va en parler. OK? Fait que là, je vais essayer. Oups, qu'est-ce qui vient d'arriver? Oui, voilà. OK. Je retourne à mes diapos. J'avance. Diapo suivante. Hop, diapo suivante. Bon. Dans le laboratoire, notre plan, c'est on va utiliser l'interféromètre de Michelson, puis on va envoyer différentes sources dedans. Pour commencer, on envoie une source hélium-néon. Puis pourquoi on utilise une source hélium-néon, qui est le petit laser rouge là, que tout le monde connaît? Pourquoi on envoie ce laser-là? Pourquoi on utilise ces lasers-là tout le temps dans les expériences? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me le dire? Commenter? Dire quelque chose? Cohérent? C'est cohérent, oui. Oui, c'est cohérent. Puis il y a quelque chose de particulier, le laser hélium-néon. Ben, particulier. Il y a une longueur d'onde. Oui, en effet, il y a clairement une longueur d'onde, mais quelle est-elle? Est-ce qu'on la connaît, la longueur d'onde de l'hélium-néon? 632. 632,8. 632,8, Sébastien, 0.3 à côté, malheureusement. Donc, le laser hélium-néon est très stable, puis surtout a une ligne qui est très mince. Okay? Donc, si on envoie un faisceau hélium-néon dans notre système, oups, comme ça ici, ben, on devrait avoir un beau sinus. C'est ça que je vais vous montrer dans quelques minutes. Mais pour les autres sources, là, pour une source au sodium, ce n'est pas nécessairement super évident. Pour une lampe au mercure, monsieur, qu'on n'est pas sûr. Puis pour une lampe de tous les jours, là, une lampe au tungstène, on se demande bien quand même ce qui se passe avec ces lampes-là. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Fait que, là, ça, on va en parler. OK. Le Michelson lui-même, ben là, lui est là, ça, je vous l'ai montré. Puis le détecteur, c'est dommage. Y a-t-il quelqu'un qui vient de lever sa main? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Oui. Mathieu et Nicolas, vous avez des questions. Non, moi, j'ai oublié de baisser ma main. Bon, OK. Puis. Moi, j'ai une question. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez dit, je viens d'avoir une perte de réseau, mais dans le fond, est-ce qu'il y a une des sources à caractériser qui va être polychromatique ou vont tout être monochromatiques? Oui, parce que justement, la source. OK,
OK. La source hélium-néon, elle, c'est une longueur d'onde. Ça, on le sait. La lampe blanche, ça, c'est une lampe vraiment, c'est juste une lampe halogène, là, bien ordinaire. Elle n'a Ouais, OK. rien de spécial. Fait que là, elle est tout à fait polychromatique. Puis après ça, il y en a deux autres. Il y a une lampe au mercure qui est, on va dire, plurichromatique. Elle a quelques longueurs d'onde. Puis après ça, on a la lampe au sodium qui a la caractéristique, je ne sais pas s'il y en a qui vous rappelez-vous un petit peu de votre chimie au cégep? Ouais, c'est pas la double lame jaune, la double Oui, ligne jaune, c'est c'est pas ça, ça? exactement. Le sodium, ça fait un gros. Si on brûle du sodium, ça fait beaucoup de jaune. Puis en fait, c'est deux lignes qui sont séparées par pas grand-chose. Puis c'est un peu avec cette lampe-là qu'on va se rendre compte, en fait, de la puissance de l'interféromètre de Michelson. OK. Là, vous avez. Ah oui, c'est vrai, vous avez tout fait Fabry-Perot. Tout le monde a fait l'expérience de Fabry-Perot en début de session. Puis le Fabry-Perot, qu'est-ce que ça faisait, le Fabry-Perot? Ça permettait d'avoir une mesure très, très, très fine, proche d'une fréquence donnée. OK? C'était de la très, très haute résolution, mais vraiment proche d'une chose. OK? Vraiment proche d'une longueur d'onde. On pouvait voir des petites lignes très, très proches. Bien, l'interféromètre de Michelson, lui, il est excellent pour aller sur des grandes plages de longueur d'onde. Lui, il n'y a pas de problème à aller sur des grandes plages de longueur d'onde. Puis en plus, il peut avoir une précision qui est quand même très intéressante, même si ça peut y prendre beaucoup de temps. Donc, le Michelson n'a pas l'excellente, spectaculaire précision du Fabry-Perot, mais a quand même une très, très bonne précision, puis surtout peut gérer des lampes, des sources qui ont une largeur spectrale qui est beaucoup plus grande que ce qu'un Fabry-Perot, parce qu'on se rappelle, c'est qu'est-ce qui limitait la largeur d'un spectromètre, la largeur qu'on pouvait utiliser dans un spectromètre Fabry-Perot, Nicolas? Ouf, Nicolas? je sais pas, mais j'avais une question. C'était pas pour répondre à la question, mais pour en poser une autre. OK, ben moi, j'ai besoin d'une réponse de celle-là. Là. Ça se peut pas que vous vous en rappeliez plus. Là. Qu'est-ce qui arrivait, donc, des fois, quand ça marchait plus? Mathieu, Olivier, un des Je deux? pense que j'ai C'est-tu pas la, fait la une... finesse ou quelque chose de même? La finesse, tout à fait. La finesse, c'était à quel point on était capable de bien résoudre un pic. N'importe qui C'est d'autre, non? c'est pas l'intervalle spectral libre. L'intervalle spectral libre, exactement. L'intervalle spectral libre, quand on dépassait un intervalle spectral libre en largeur de source, ça ne marchait plus parce que les longueurs d'onde s'embarquaient une par-dessus l'autre, puis on perdait notre précision parce qu'on avait débordé, puis les fréquences étaient repliées à l'intérieur. OK. Donc, on n'a pas ça avec l'interféromètre de Michelson. L'interféromètre de Michelson, lui, il peut faire des très grandes largeurs de bande, puis il peut quand même avoir une quand même pas pire bonne précision, comme on va voir peut-être tantôt. OK. Donc, on passe à la diapo suivante. Diapo suivante. Ce ne sera pas long. On dirait que j'ai un petit problème OK. Oui, Nicolas, je t'écoute. Dans le fond, il y avait aussi, dans le texte de laboratoire, ils disent que pour des lampes, pour des sources polychromatiques, plurichromatiques, je ne suis pas sûr Oui. du terme, là, ben, qui ont plusieurs longueurs d'onde en même temps, que à la distance optimale, toutes les longueurs d'onde vont se recombiner pour avoir une intensité maximale. Là, je pense que quand Ouais. le déplacement est égal dans les deux faisceaux. Mhm. Mais si on a deux sources différentes, mettons deux lampes halogènes qui sont deux sources différentes, est-ce qu'on est sûr que vraiment toutes les longueurs d'onde vont s'aligner ou c'est juste qu'il y en a plus qui vont s'aligner que ce qui vont se détruire? On dirait que j'ai Oui, des doutes oui. sur qu'est-ce qui Mhm. arrive quand on... OK. Ben, je vais y revenir. On va dire que je vais y revenir. J'ai un graphique qui va nous le montrer un peu ça tantôt. Fait qu'on va en parler. Fait que là, toi, tu dis, il me semble, s'il y a plein de couleurs, comment ils vont faire pour tout être superposé? Comment je vais m'assurer qu'ils vont tout être superposés? OK? Ça c'était ta question.
Donc, quand on envoie quand on envoie l'hélium néon à l'intérieur du, voyons, à l'intérieur du Michelson, ben, si les deux faisceaux ne sont pas superposés, ils n'interféreront pas. Donc, il faut avoir vraiment les deux faisceaux parfaitement superposés. Puis quand on les a superposés, ben, ils vont interférer soit parfaitement constructivement ou parfaitement destructivement. Si on regarde de quoi ça a l'air pour de vrai dans un labo, ça a plus l'air de ça ici. Okay? On s'attendrait à avoir un gros rond blanc ou un gros rond noir, mais ce n'est pas tout à fait ça. OK? Fait que là, j'ai un petit vidéo pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air dans la vraie vie. Là. J'espère qu'on va le voir. Est-ce que ça bouge? Non, dis-moi. Ah oui, OK. Oui, ça bouge. OK? Fait qu'à mesure qu'on déplace, quand les faisceaux sont. Vous voyez bien le vidéo? Oui? Oui. Oui. Ouais. Oui, OK, OK, parfait. Très bien. OK. Donc, quand on regarde, on voit que si les faisceaux sont bien alignés, on a des belles franges circulaires. Puis à mesure qu'on change le délai, ben, on va se retrouver avec une interférence au centre. Si vous concentrez-vous sur le centre du faisceau, on va se retrouver avec une interférence, là, présentement, assez constructive. Puis, à mesure qu'on va déplacer la vis, ben, au centre, ça va devenir constructif, destructif, etc. Fait que là, si on regarde, vous voyez, ils vont le déplacer. La vidéo est extrêmement bien faite. OK? Puis leur interféromètre est particulièrement excellent d'ailleurs aussi. Là, ce qu'ils disent, c'est on va compter le nombre de cycles, hein, parce que à chaque fois que je me tasse d'une demi-longueur d'onde, ça fait une longueur d'onde de différence, puis ça va interférer constructivement, destructivement, constructivement, destructivement. Attends un petit peu, Coco, je suis en train de donner un cours, OK? Je vais venir te voir après. OK? Donc, ce qu'on voit ici, c'est que là, ils ont déplacé la vis d'une certaine distance, puis ils ont vu, ça a pris 6,5 microns, puis ils ont compté 20 franges. Eux, c'est ça qu'ils disent, c'est ça qu'ils montrent. OK, là, oups, je ne sais pas. Donc, ce qu'on voit, eux, ils cherchent la longueur d'onde. Vu qu'ils ont vu 20 franges, est-ce que. Ah, OK, oui, je l'ai arrêté là. OK, Coco, je vais venir te voir tantôt, OK? Non, je suis occupé, Coco. OK? OK. Euh, je disais donc, oui, que dis-je? OK? C'est que si on sait que le faisceau, que le miroir s'est déplacé d'une certaine distance, puis qu'on a compté des franges, bien, à chaque fois qu'on s'est tassé d'un quart de longueur d'onde, en aller puis en retour, ça a fait une demi-longueur d'onde. Puis à chaque fois qu'on prend deux faisceaux puis qu'on les sépare d'une demi-longueur d'onde, ça fait interférence destructive, après ça constructive, destructive, constructive, destructive. OK? Donc, oui, OK. Fait que là, je passe à de quoi ça a l'air quand on prend nos données. Excusez-moi, je reviens un instant. OK. Mais de quoi ça a l'air? De quoi ça a l'air un interférogramme finalement quand on en prend au labo? Bien, voyons voir. Voyons voir. OK? Ce qu'on voit ici, c'est un interférogramme typique d'un hélium néon. OK? Donc, ce qu'on regarde ici, OK, là, vous regardez la partie ici, on a, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace le miroir, puis on mesure l'intensité à chaque point à chaque position de miroir, puis on fait le, le résultat, qui est l'interférence des faisceaux en fonction de la distance du miroir. Ça s'appelle un interférogramme. OK? Donc, un interférogramme d'hélium néon, est-ce qu'on est très surpris? Bien, on n'est pas très surpris parce que c'est un hélium néon, si c'est un très beau sinus qui a une longueur d'onde très précise, bien, à chaque fois qu'on se tasse d'un quart de longueur d'onde sur le miroir, donc 2 fois la distance du miroir, ça sépare d'une demi-longueur d'onde. On a une interférence destructive, ensuite constructive. Oui, Mathieu, je t'écoute. Est-ce que ça, c'est en un pixel donné ou c'est quoi qui nous donne la moyenne des pixels, genre?
Ah, OK. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le détecteur qu'on a pris. C'est vraiment juste un détecteur d'intensité qu'on a placé au centre du faisceau. Donc, on le focalise un tout petit peu, mais l'idée, c'est que finalement, on mesure juste l'intensité au centre. En fait, je pense que je peux retourner sur une de mes... mais au centre, ce que vous voyez au centre, c'est ça qu'on envoie sur le détecteur. Donc, la partie du centre, qui est, disons ici, plutôt foncée, ben, ça va faire un minimum dans un minimum dans le signal. Puis après ça, quand au centre, ça va remonter, ben, on va voir un maximum. OK? Fait que là, je pense que le vidéo, ça, c'est le vidéo là, que j'aurais pu vous montrer, mais que là, on l'a déjà regardé, on ne le réécoutera pas une deuxième fois. OK? Mais voilà. Tu vois que si le centre est aligné directement sur le détecteur, ben là, tu vas avoir, c'est là que tu vas avoir là, le minimum et le maximum. C'est un détecteur d'intensité. Okay? C'est vraiment un détecteur d'intensité. Fait que ça, c'est l'intensité, on va dire l'intensité moyenne. Oui, Nicolas. Dans leur là, je suis pas sûr d'avoir compris. Là, on regarde, dans le fond, c'est l'intensité par rapport au centre 0,0 ou est-ce que c'est l'intensité dans le temps? C'est toujours l'intensité dans le temps, OK? Parce que nous, ce qu'on fait, tantôt, ce qu'on a pris, OK, eux, ils l'ont pris, ils l'ont ajusté à la main. OK? Dans le petit vidéo, là, ce qu'ils montraient, c'était juste pour montrer l'effet des franges. Mais quand on fait de la spectroscopie, là, notre plan, ça va être on va s'installer à un endroit, puis là, on va déplacer le miroir à vitesse constante, puis on va prendre des mesures à toutes les positions pendant un certain temps pour avoir un ensemble de points, comme ce qu'on voit ici, là, vraiment, de moins 10 à 10 pour l'hélium néon, c'est qu'on a pris de moins 10 microns à plus 10 microns, puis on a pris des mesures à toutes les environs, ça a l'air d'être à peu près à tous les 0,3 microns, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui, mais je comprends pas pourquoi à ce moment-là, le tungstène, me semble que ça devrait toujours être cyclique, parce que me semble que le pattern ne va pas toujours revenir au même un peu. Ben, Pourquoi est-ce que le tungstène, à ce moment-là, n'est pas oui, cyclique? ben là, c'est ça que je vais vous montrer. Tu sautes une OK, étape, OK. mais oui, Ça. l'hélium néon, ça, on le comprend. OK? L'hélium néon, on le comprend bien parce qu'il y a, il y a juste une longueur d'onde. C'est un beau sinus. En tout cas, ça devrait être un beau sinus. Là. Moi, quand je regarde mon affaire, là, je trouve que ça n'a pas l'air d'un sinus bien terrible. Là. Mais ça peut-être qu'on devrait prendre plus de points, moins de points. Ça va être à vous de déterminer ça. Un instant, s'il vous plaît, j'ai un scientifique en herbe qui a des questions. Qu'est-ce qu'il y a, Lulu? Il faut que tu ailles jouer dehors, OK? Oui, je sais. Oui, un instant, ça fait une petite pause. Ça ne sera pas long. Oui. OK, Lulu. Oui, mais OK. Lulu, il faut. Oui, 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 mais je comprends. Regarde. Coco, il faudrait que tu y ailles, OK? Il faudrait que tu ailles dehors. OK? OK, mais regarde bien, OK? Dans 5 minutes, non, pas dans 5 minutes, peut-être dans 30 minutes, je vais aller jouer avec toi. OK, on va être ensemble. Tu es capable. Excusez-moi, excusez-moi. Oui, Sébastien, as-tu une gardienne à m'offrir? Non? Non, Non, c'est OK. pas ça. OK. Mais une question, parce que quand on a fait le Fabry-Perot, on a même, avec une bonne réussite, été capable de voir que même l'hélium néon, il y a comme un double pic. Oui, Est-ce que ça influe dans la qualité du signe qu'on va être capable de retrouver dans le Michelson? oui. Si l'hélium néon avait une deuxième longueur d'onde et que ton interférogramme avait la résolution pour voir le deuxième pic, tu le verrais. Là, c'est vers là que je m'en vais là, dans l'étape d'après, là, dans mes 3-4 diapos qui viennent d'après. Mais il va falloir un petit peu regarder et dire, ben, si je veux, moi, quand je prends mon interférogramme, là, c'est quoi les paramètres que je prends pour décider si je veux quelque chose de haute résolution, si je veux quelque chose qui a une grande largeur de bande. Tout ça, c'est des paramètres d'expérience. Puis ça, ben, on va en parler tout de suite Fait que après. c'est comme à partir de ça la calibration, à partir de l'hélium néon qu'on fait.
Puis, présentement, les pics d'intensité qu'on voit, c'est comme n fois lambda sur 2. C'est si je Oui. comprends bien. Oui, OK. oui, c'est ça. Ben là, ça ne sera pas tout à fait lambda sur 2. Là, c'est juste une chose à retenir. Là. Comment je fais donc pour faire ça? J'ai oublié. C'est tout ça comme ça. C'est comment donc que je fais le curseur? Tu sais, comme dans le curseur. Aidez-moi quelqu'un. Pourquoi personne ne m'aide ici? Là? OK. Ben, là, je pense qu'il faut que je fasse C. Ah, je l'ai. OK. Tabarnouche, que je suis fier de moi. OK. Ça ici, il faut bien comprendre, c'est la distance du miroir. OK? Fait que la distance du miroir, c'est 2 fois la distance qui est ajoutée dans un des bras de l'interférogramme. Ben, c'est pour ça que les pics max, c'est comme n fois lambda sur 2, non? Ça devrait donner, là, je regarde, là, mais ça devrait donner. Fait que si ton max d'intensité arrive quand tu as des lambdas cohérents. Ben, pas cohérents, mais Ben, ça va être aberrants. ça va être à toutes les lambdas sur 2 total. Fait que ça va être à toutes les Ouais. lambdas sur 4 de miroir. OK. Oui. OK. OK. Mais là, regardons là, tout le monde. Là, ça, la partie de l'hélium néon, là, ça ne devrait pas surprendre grand monde. OK, c'est un sinus, on le comprend bien, puis on le réfléchit beaucoup en termes de oui, le lambda, il est en retard de lambda sur 2 ou lambda sur 4 ou un lambda complet, puis on voit les pics. Ça j'imagine, est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes à se le visualiser? OK? Parce que ça devrait être assez simple pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires, des choses à me dire? Là, je ne vois pas. Là, je suis vraiment rendu mal patenté dans mon affaire. Là. Vous m'en excuserez. OK? Ça se passe bien? OK. Ben là, la chose qui est ce qui arrive quand on utilise une source qui n'est pas une source monochromatique comme un hélium néon, ben là, je vous donne un exemple, puis tout de suite après, je l'explique. OK? Fait que là, on va en parler, on va regarder de quoi ça a l'air, parce que c'est comme ça que ça se fait aussi en laboratoire. En laboratoire, qu'est-ce qu'on fait quand on veut aligner notre interféromètre? On commence avec l'hélium néon, on l'ajuste, on a des belles franges, tout est beau. Puis ensuite, on utilise l'ampoule au tungstène. Une ampoule au tungstène, c'est une ampoule comme vous avez dans votre maison, qui n'a pas grand-chose de particulier, à part que son spectre, il est large, il est petit, il est mince, il y a des pics. De quoi ça a l'air, le spectre d'une lampe au tungstène? Il est large. Il est large, puis il devrait couvrir quoi à peu près qu'on pense? Les visibles. Le visible, parce que ce qu'on veut, c'est s'éclairer avec. Hein? Donc, les lampes vont avoir tendance à essayer à maximiser la puissance à l'intérieur des longueurs d'onde visibles. Okay? Donc, à peu près de 400 à peu près 700. Okay? 400, c'est bleu. 700, c'est pas mal à la limite du rouge. Pas mal, ça ressemble à infrarouge un peu. Mais donc, voilà. Fait que là, ça a un spectre large. Bien, si vous faites, si vous faites l'interférence, si vous envoyez une lampe blanche dans un interféromètre de Michelson, bien, vous ne verrez pas vraiment de frange. Vous ne verrez rien. En fait, ça va être blanc. Il ne se passera rien, sauf quand vous allez avoir les deux bras exactement de la même largeur à 1 ou 2 microns près. Donc, ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est un interférogramme typique d'une lampe blanche. Là, peut-être que vous posez des questions, mais pour l'instant, faites simplement accepter que pour qu'il y ait une interférence, comprenez-vous que quand on arrive à si mes deux bras sont identiques, on va y aller juste avec ce cas-là, là, si les deux bras ont exactement la même longueur, bien, ça veut dire que toutes les couleurs, quelle que soit la longueur d'onde,
vont être un multiple de lambda, parce que ce multiple-là, c'est 0. 0 fois lambda, ça veut dire qu'ils vont toutes les longueurs d'onde vont interférer constructivement parce qu'ils vont faire le même chemin, ils vont se rencontrer, puis ça va donner un maximum d'intensité à la sortie du Michelson. OK? Bien, si on comprend ça, ben maintenant, regardez chaque couleur séparément. Ben, ils vont toutes faire un maximum quand le chemin est identique. Puis après ça, à mesure qu'on va allonger le chemin, ben, il va avoir une interférence qui va être des fois constructive, des fois destructive. Puis à une certaine longueur, ben, on ne le saura plus trop, puis ça va donner en moyenne plus trop d'interférences. OK? Fait que là, on va aller à l'autre partie. Ça, c'est le laboratoire. Maintenant, on va aller regarder d'où ça peut venir, puis vous allez comprendre, on va y revenir à cette diapo-là. Mathieu, tu as un commentaire ou une question? C'est normal que de chaque bord de 0, ce soit la même chose, mais inversé. C'est pas nécessairement une garantie. Pour l'instant, c'est comme ça, mais c'est pas garanti. Ça peut être asymétrique. Il n'y a pas de raison que. Pour l'instant, c'est comme ça pour d'autres raisons, parce que c'est moi qui les ai faites à l'ordinateur. OK. Donc, on appelle ça la spectroscopie par transformée de Fourier. Bien là, mon plan, c'est de vous montrer d'où ça vient. OK? Puis là, une fois qu'on va avoir vu ça, bien, on va revenir à la diapo qui est ici, là, celle que je viens de vous montrer, OK? Comme ça ici. On va comprendre ici pourquoi ça a l'air de ça, puis pourquoi ça a l'air de ça. OK? Fait qu'on va aller voir. On va faire un petit modèle très, très simple qui n'est pas dans les protocoles, OK? Mais que ça faisait longtemps que je voulais faire. OK? Si on modélise, notre plan, c'est de dire, si j'envoie mon faisceau, je le sépare en deux, puis je le recombine, est-ce que je suis capable de faire une modélisation de ce que ça donne? Il a l'air d'avoir beaucoup de mathématiques, mais c'est bien moins pire que ça n'a l'air. OK? Ça, vous connaissez ça. OK? Si j'envoie une onde, OK? Si j'envoie une onde qui a. Si j'envoie une onde, je pense que je peux faire ça comme ça ici. Ouais. Ah non, je recommence. OK. Si j'envoie une onde ici qui a une certaine fréquence, donc un certain vecteur d'onde oméga n divisé par c, puis une certaine fréquence, puis une certaine phase, bien, je peux prendre ça ici, puis dire, ben OK, je vais en envoyer deux. Voyons, je vais en envoyer deux dans mon montage, mais il y en a une qui va se propager d'une distance d, puis il y en a une autre qui va se propager d'une distance d plus la différence, le double de la différence des distances du miroir. OK? Fait que là, qu'est-ce qu'on a finalement? On a une onde plus une copie d'elle-même avec un petit délai. OK? Bien, si on prend ça puis qu'on a plusieurs couleurs, je vais dire, OK, ben, je vais tout simplement prendre un terme général, je vais additionner toutes les ondes. Fait que j'ai encore la même chose. J'ai encore mon onde avec son amplitude. Puis le petit facteur d'onde, c'est un facteur d'onde que vous connaissez bien, là, c'est KD moins I oméga T là, plus une phase. C'est juste un terme très général. OK? Mais vu que c'est une copie de la même onde, OK, c'est la même onde qui est séparée en deux, il n'y a pas de surprise. Mais là, il y a plein de facteurs qu'on peut mettre qu'on peut mettre en évidence. Parce que le I oméga N sur C, D plus I oméga T plus phi oméga, ben, c'est toute la même chose dans les deux cas. OK? Donc, il y a un terme, les termes I oméga T, on peut tout mettre ça en avant. OK? Fait que là, on a l'amplitude de notre onde avec un petit terme ici, que c'est le seul ici qui dépend de la distance entre les deux miroirs. OK? Je continue la petite démonstration, mais ce qu'il faut retenir, OK? Ce qui devient super important, c'est que nous, ce qu'on mesure, là, nous, on mesure la distance, on mesure l'intensité en fonction de la distance. Ça fait beaucoup de mathématiques. OK?
OK, vous regardez ça, vous dites, mais oui, mais comment ça que je comprends ça? OK, il y a l'amplitude de toutes les ondes, puis je fais la somme sur toutes les ondes, puis je varie le délai. Mais quand moi, je prends l'intensité, qu'est-ce que je fais? Bien, je prends le champ électrique, OK? Puis je prends son intensité, fait que je prends son carré. OK? Bien, quand on fait ça, on se retrouve que, vu que les phases de toutes les longueurs d'onde, pour le cas simple, là, OK, ils sont aléatoires parce que toutes les longueurs d'onde ne sont pas nécessairement cohérentes, bien, on se retrouve juste avec l'intensité en puissance, la puissance à toutes les fréquences avec un facteur en kx. OK? Bon, ça fait beaucoup de termes. Qu'est-ce que ça donne? Si je vous dis sommer sur toutes les fréquences une fonction qui dépend de la fréquence avec un e à la i fréquence quelque chose, qu'est-ce que c'est? Bien, ça ici, c'est une transformée de Fourier. OK? Vous repasserez au travers. Je le sais que c'est lourd, c'est mathématique, mais comprenez que ce qu'on mesure, là, j'ai un delta X, mais ça devrait juste être écrit X, l'intensité en fonction de la séparation des miroirs, c'est la transformée de Fourier du spectre de l'intensité de mon faisceau. Donc, si moi, je mesure ça ici, bien, si je prends sa transformée de Fourier, j'obtiens automatiquement le spectre de la puissance de mon faisceau original. OK. Bon. Bla, 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 bla. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ce que ça veut dire en pratique, c'est que moi, quand je vais mesurer... Oh, j'ai une question ici. Là, j'ai beaucoup de misère avec mes affaires. C'est un peu ce qu'on a vu en optique. C'est possible que vous ayez vu ça en optique avec Réal, j'imagine? Vous avez vu ça avec Réal? Oui, non? Non, mais ça, on n'a pas vu là, faire de la transformée de Fourier Ah, mais avec là, la. c'est la diffraction. OK? La Ok, ouais, diffraction, ok. ce n'était pas tout à fait la même chose. Ici, ce qu'on a, c'est un faisceau qu'on regarde en fonction d'une distance que nous, on contrôle. Donc, nous, là, quand on mesure ce que ça dit, OK? Le bottom line à retenir, la chose critique à la fin, c'est que moi, j'ai mesuré des intensités en fonction de la distance entre mes deux miroirs. Bien, si je fais, ça c'est ce que je mesure, OK? Si je fais la transformée de Fourier, ah là, j'aurais dû mettre un moins ici, là. OK, je le corrigerai plus tard. OK? Mais si je prends la transformée de Fourier inverse, bien, ça va me donner le spectre en intensité de mon faisceau original. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? OK? Si, par exemple, on regarde notre faisceau d'hélium-néon, notre faisceau d'hélium-néon, il nous donne une espèce de sinus. OK? Si je prends la transformée de Fourier de ça, qu'est-ce que ça donne, la transformée de Fourier d'un sinus? Quelqu'un peut Delta parler? Dirac. Un delta Ouais, de direct. Dirac. Fait que est-ce qu'on est surpris? OK? Si j'envoie, je vous dis que en laboratoire, quand on envoie un faisceau dans un interféromètre, l'interférogramme, OK? L'interférogramme, c'est le résultat de l'intensité en fonction du délai. L'interférogramme, sa transformée de Fourier, c'est le spectre de ma source. Bon, ben, si j'ai mesuré un sinus et que je prends sa transformée de Fourier, j'obtiens un delta de Dirac qu'on s'attend à ce qu'il soit à la longueur d'onde de mon laser, parce que c'est ça que je vous dis que ça donne. Est-ce que le monde le voit? Est-ce que le comprend? Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que vous dites, mon Dieu, d'où est-ce que ça vient? Avez-vous des Fait que, commentaires? tantôt, avec la lampe au tungstène, c'était normal que on voyait que c'était short parce que le spec était plus large, dans le fond. Et justement, on y retourne. OK? Là, Mathieu, oups, OK, un peu ici. OK? Là, ce que Mathieu vient d'ajouter, OK? Là, maintenant qu'on est passé du laboratoire à un peu de théorie, on retourne au laboratoire pour regarder ça d'une autre façon. OK? Ça ici, l'interférogramme,
l'interférogramme d'une lampe blanche, la lampe blanche, elle a un spectre large. Bien, un spectre large, ça va avoir une transformée de Fourier qui va être mince. Bien, l'interférogramme, il est très, 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 très mince. Il est juste sur quelques microns parce que le spectre de ma lampe est large. OK? Fait que, on n'est pas surpris parce que quand je vais prendre la transformée de Fourier de quelque chose qui est très mince, hein, mon interférogramme, il va être très limité dans l'espace parce que quand je vais prendre sa transformée de Fourier, ça va me donner un spectre qui est très large. En fait, il est tellement large, il couvre tout le visible, fait qu'on n'est pas très surpris que ça soit très mince quand on regarde l'interférogramme. Est-ce que ça, est-ce qu'au moins l'intuition est raisonnable? Est-ce que vous avez des commentaires à me dire? C'est un peu comme là, je ne sais pas si ce que je dis, ça n'a aucun rapport, là, mais c'est pas un peu comme le facteur d'incertitude. Oui, bien ça, le fameux facteur d'incertitude, tu sais, le principe Ouais, d'incertitude, ouais, ça, vous principe rappeler que d'incertitude. ça vient d'un principe très général que Michel vous a peut-être enseigné dans son cours. Michel, est-tu encore là? Même pas avec mon chat qui veut manger mes écouteurs. OK. Oui, exactement. Non, depuis tantôt, je suis, puis je me dis, voilà, super. Au moins Mathieu qui a retenu le cours de PM2. Et peut-être les autres qui n'ont pas encore dit des choses. C'est que, ben, il me semble que j'en avais un peu parlé. Je me souviens d'avoir fait une démo d'une gaussienne qui avait comme, tu sais, plus d'une gaussienne, puis la transformée de Fourier d'une gaussienne, c'est une autre gaussienne. Puis là, plus la première était étroite, plus la deuxième devenait large. Je l'ai montré sans démo MATLAB au tableau, je me souviens, dans votre année. Fait que c'est un peu ça, puis même qu'à la limite extrême, c'est ça, s'il y en a un qui devient un delta Dirac infiniment étroit, la transformée de Fourier devient un sinus infiniment large, vraiment large, dont on ne voit pas les bouts. Exactement. Est-ce que Michel, tu as d'autres choses à rajouter? Non, non. OK. Bien, ces propriétés-là, ce que Nicolas, il a référé à ça, il a dit le principe d'incertitude. Le principe d'incertitude, c'est un principe très, 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 très général de relation entre le monde le spatial versus le fréquentiel ou le temps versus le fréquentiel. Quand c'est petit dans un domaine, c'est large dans l'autre. Quand c'est large dans un domaine, ça va être petit dans l'autre. Donc, nous, quand on est au laboratoire, ce qu'on va avoir le goût de faire finalement, c'est d'obtenir, on va appeler ça le bon interférogramme, OK, pour pouvoir faire sa transformée de Fourier, puis obtenir l'information qui nous intéresse. Donc, au laboratoire, nous, de la façon qu'on fait ça, c'est qu'on prend des mesures à tous les delta X, à toutes les positions delta X. Ici, toc, 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 toc. Fait qu'on a des points, on va prendre des mesures à toutes les, disons, à toutes les fractions de microns. OK? Puis, on va prendre N points, on va prendre N mesures. Bien, ça veut dire que finalement, dans le cas qui nous intéresse ici, le nombre de points fois la distance entre les points, ça va me donner la distance totale. OK? Fait que là, ça c'est juste des affaires simples de labo. Fait que là, il y a deux choses. La première, c'est qu'est-ce que je dois faire au labo pour obtenir le bon interférogramme? Puis le deuxième, c'est oui, mais qu'est-ce que je veux comme précision? Qu'est-ce que je veux comme fréquence? Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'il y en a qui savent comment faire pour prendre une transformée de Fourier à l'ordinateur? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée comment on fait ça? FFT. Une FFT, est-ce que ça vous dit quelque chose, FFT? Est-ce qu'il y en a qui savent de quoi on parle quand on dit une FFT? Est-ce qu'une transformée de Fourier discrète puis une FFT, c'est la même chose? Vous savez, OK, vous les avez vus. Les transformées de Fourier, vous les avez vues. OK? Vous l'avez vu, on a une intégrale d'une fonction quelconque, puis on a E à la I oméga t, puis on intègre sur t, puis ça va nous donner une espèce de spectre. Mais là, on n'a pas une fonction. Là, ce n'est pas une fonction qu'on a. Là, nous, ce qu'on a, c'est
c'est des chiffres qui ont été pris à certaines positions. Fait que là, Mathieu, il a référé à la FFT. La FFT, ça représente la fameuse Fast Fourier Transform. Là, ici, il y a Thomas. Thomas nous rajoute et dit que la FFT, c'est numérique avec un set de données. Oui, mais c'est c'est un peu plus spécifique que ça. Parce qu'une transformée de Fourier à l'ordinateur, ça peut se faire de plein de façons, puis c'est pas obligé d'être une FFT, une Fast Fourier Transform. La Fast Fourier Transform, c'est une façon de le faire, mais il y a une raison pourquoi on la fait comme ça, c'est parce qu'elle est très rapide. Mais ça reste que l'idée, prendre une transformée de Fourier au laboratoire, prendre une transformée de Fourier à l'ordinateur, ça reste que c'est pas difficile. OK? On a juste besoin de s'installer à chaque position, puis de faire toutes les fréquences qui nous intéressent, puis construire un tableau. OK? C'est la même chose. OK? Mais là, il y a nous, si on est au laboratoire, vous savez que vous avez un interféromètre de Michelson. Puis là, ben, au laboratoire, il y a des choses qu'on a besoin de savoir au laboratoire. Hein? Est-ce que je prends mes mesures à quelle distance? Est-ce que j'y prends à toutes les centièmes de micron ou à tous les microns? Est-ce que j'en prends 100? Est-ce que j'en prends 1000? Est-ce que j'en prends 10 000? Après ça, à chaque point, est-ce que je prends juste une mesure ou je prends plusieurs mesures? Est-ce que je devrais faire des moyennes? C'est une bonne idée de faire des moyennes? Puis après ça, ben, moi, j'ai-tu le temps? Hein? Je pourrais bien vouloir prendre un point à toutes les centièmes de micron puis d'en prendre 1 milliard. Ben oui, mais si ça prend 8 heures, je n'ai pas le temps. OK? Fait qu'il faut tout optimiser ça. Puis le problème, c'est que là, ça, c'est du labo. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment ça va, on va être capable je cherche le mot, de mapper, de faire correspondre nos paramètres de laboratoire avec ce qu'on veut vraiment pour l'analyse. Fait que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, par exemple, le spectre de ma source avec, pour l'hélium néon, probablement que je veux la meilleure précision possible. Puis pour la lampe blanche, ben peut-être que je veux avoir la largeur la plus grande possible. OK? Donc, c'est quoi le lien entre mes paramètres de laboratoire, OK? Mes paramètres de laboratoire ici et le résultat que j'aurai quand je vais prendre ma transformée de Fourier. Se préparer pour le Michelson, c'est faire ça. C'est faire ce bout-là. OK? Donc, il y a un document qui décrit en détail comment on fait une transformée. Vous voyez toujours mon écran? J'espère que oui. Oui, OK. Comment on fait une transformée de Fourier à l'ordinateur? Ben, c'est pas très compliqué. En Python, on load le package NumPy, puis on fait np de point FFT, puis inv FFT ou quelque chose comme ça. OK? Mais la chose qui est importante, ce que vous devez retenir, c'est la partie qui est ici. OK? C'est la partie qui est ici. C'est que la façon dont j'ai pris mes données dans mon interférogramme va déterminer la résolution de mon spectre et la fréquence maximale de mon spectre. Donc, je ne peux pas prendre mes données n'importe comment, je ne peux pas prendre mon interférogramme n'importe comment. Si je veux avoir une bonne résolution, je vais le mettre en plus gros ici, là. Si je veux avoir une bonne résolution pour mon spectre, OK? Si je veux avoir une bonne résolution, je dois m'assurer d'avoir un nombre de points élevé avec une distance delta x qui est suffisante. Donc, ça ici, n delta x, c'est quoi? C'est le nombre de points fois le delta x. Donc, c'est la longueur totale sur laquelle j'ai pris mon interférogramme. Fait que si je veux une bonne résolution en fréquence, je dois mesurer longtemps, longuement.
Si je veux une fréquence maximale élevée, si je veux beaucoup de fréquences, ben je veux mesurer fréquemment, donc avec un petit delta X. Est-ce qu'il y en a qui savent un petit peu, là, ce paramètre-là ici, est-ce qu'il y en a que ça leur rappelle quelque chose qui ont peut-être déjà entendu parler? Ça ici, là, 1 sur 2 delta Ça X. ça vient encore du principe d'incertitude, puis ça, c'est le maximum que tu vas atteindre. Presque, mais pas tout à fait. C'est ton sampling frequency, quelque chose de même? Oui, le sampling frequency, c'est 1 sur delta X. Fait qu'une demi de 1 sur delta X, parce que la fréquence d'échantillonnage, c'est ça ici, c'est la fréquence d'échantillonnage, c'est 1 sur delta X, parce que c'est un point mesuré par delta X. C'est pour ça qu'on l'appelle la fréquence d'échantillonnage. Puis là, ici, c'est une demi. Fait que là, une demi, là, excusez, je vais quitter les programmes qui font du bruit, là, c'est donc bien tannant. OK, on va quitter ça, parfait. OK. C'est pas le repliement spectral? Oui, oui, puis non, oui, puis non, oui, le Genre de repliement aliasing spectral, fait par la grosseur de la fenêtre? oui, on y est presque. Là, il y a Jimmy ici qui vient de nous dire Nyquist. OK, c'est la fréquence de Nyquist dans notre expérience, OK, qui est la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Puis le repliement spectral arrive à cette fréquence-là. Nous, on mesure nos données. Ça, c'est notre interférogramme, puis on le mesure. Puis il va avoir un certain nombre de points séparés par delta X. Quand je vais prendre ma transformée de Fourier à l'ordinateur, je prends mon tableau de chiffres, je donne ça à l'ordinateur, il va me donner un nouveau tableau de chiffres. Puis le tableau de chiffres, il va être séparé, ça va être un tableau de fréquences, puis il est souvent donné de la même façon parce que c'est souvent l'algorithme de FFT, mais ça va commencer par la fréquence 0, puis ensuite la fréquence delta F ou delta nu, 2 delta nu, 3 delta nu, 4 delta nu, puis après ça, à la moitié, c'est la fréquence maximale. Puis on se retrouve ensuite avec la même chose, mais les fréquences opposées, moins delta nu, moins 2 delta nu, moins 3 delta nu. Donc, quand on prend des mesures dans l'espace, puis on prend la transformée de Fourier, on va se retrouver avec un spectre qui va avoir une seule fréquence à 0 ici, puis ici, il va avoir les amplitudes, puis il va avoir leur complexe conjugué dans les fréquences négatives parce que le spectre à la fin pas le spectre, mais la trace temporelle est réelle. Bon, là, on est dans le détail de l'analyse. La chose qui est importante à comprendre, puis c'est ça qu'il faut que vous reteniez, OK, puis je retourne à mes données. Bon, OK. Si on regarde notre fameux delta X qu'on avait avant, OK? Delta X, c'est une mesure en laboratoire, mais moi, ce n'est pas delta X qui m'intéresse. Moi, c'est comment c'est relié à ma fréquence maximale puis à ma résolution en fréquence. Donc, il y a un lien entre les deux, puis le delta X va être dicté par ce que je veux en fréquence maximale. Un instant, j'ai quelqu'un qui me chatouille les oreilles. Qu'est-ce qu'il y a, Lulu? Je suis encore occupé. Oui, je m'en viens bientôt. J'ai presque fini. Dans 1 minute, un petit peu, fois 10. OK? S'il te plaît, il faut que je retourne avec mes amis. OK? Ça ne sera pas long, Coco. Excusez-moi. OK? Donc, le delta X et le nombre de points vont être déterminés par ce que moi je veux dans ma transformée de Fourier. Donc, vous irez lire, OK? Je vous mets ici, vous irez lire. C'est vraiment tannant là, que mes affaires marchent mal. Là. Mais non, c'est pas ça que je veux. C'est ça ici, pointeur. OK? Si vous regardez, si vous irez voir sur GitHub /dccoté/enseignement, vous allez trouver une section qui a les How-to. Puis dedans, vous allez trouver un document complet sur les transformées de Fourier discrètes que je vous montre à l'instant. C'est celui que je vous avais montré ici. OK?
puis vous allez voir une discussion de la transformée de Fourier faite à l'ordinateur. Oui, Sébastien. Tu n'avais pas fait une vidéo sur ta chaîne YouTube qui parle de ça aussi, sur un autre cours? Il se pourrait bien que ce soit possible aussi. J'osais pas en parler, mais tout ça, j'ai aussi fait ça dans le cours de physique numérique. J'ai donné une partie du cours de physique numérique en cette période de quarantaine et je l'ai aussi mis sur YouTube. Fait que ceux qui sont intéressés, il y a 3 heures absolument passionnantes sur les transformées de Fourier et les détails des transformées de Fourier numériques dans le cadre d'un cours d'analyse numérique. Fait que je vais vous donner le lien après. Ça ici, on pourrait l'appeler la version light. Okay? C'est une version très, très, très pragmatique parce que au-delà au-delà de la grande compréhension, ce qui est important c'est vraiment important de comprendre qu'en laboratoire, est-ce que notre but en laboratoire, il faut faire bien attention puis écoutez-moi au complet. Est-ce que le but en laboratoire, c'est de refaire toutes les grandes preuves les plus importantes puis d'aller chercher la compréhension de tout? Non. OK? Oui, on recherche une compréhension la plus idéale possible. Mais à un moment donné, ce qu'on a besoin de savoir, c'est moi, quand je suis en laboratoire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour avoir les bonnes données? OK? Puis ça, c'est la partie qui est importante. Là, il y a quelqu'un qui a l'air de me poser. Oui, oui, c'est ça. Fourier Transform and Chill, c'est en plein ça. OK? Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est ici, comment est-ce que la fréquence d'échantillonnage est reliée à ma résolution en fréquence, puis comment la fréquence maximale est reliée, encore une fois, à ma fréquence d'échantillonnage pour nombre de points. OK? Bon, je retourne à ma présentation. OK? Vous irez voir ici, vous allez trouver plein d'informations sur la transformée de Fourier discrète. Et je vais même aller un petit peu plus loin tant qu'à être parti. OK? Tant qu'à être parti. Si vous allez sur le site, j'imagine que vous voyez ma page web. Vous allez voir dans la section How to, vous allez trouver la partie transformée de Fourier. Il y a une version en format Markdown, puis il y a une version en version PDF qui est directement ici. C'est ce que je viens de vous montrer il y a quelques minutes. D'accord? Mais il y a aussi une section Atelier. Puis si vous allez dans Atelier, il y en a un qui est sur la FFT. Puis vous allez voir qu'il y a du code. OK? Fait que vous pourrez aller regarder ce code-là qui devrait vous inspirer quelques petites choses. OK. Je retourne à la présentation. OK? Donc, quand on va terminer, là, moi, je suis pas mal à bout. C'est j'ai 1 heure de jaser là, essentiellement tout seul dans mon salon. Ça ne me tente pas. Ben, merci aux gens qui posent des questions. Mais puis merci à Michel de m'avoir donné 10 secondes de pause. Mais on va vouloir savoir, on mesure à tous les delta X combien de points. Puis, tu sais, si ma source est bruyante, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour prendre des bonnes mesures? Fait que là, je veux juste terminer avec ça parce que c'est tellement le meilleur labo, le labo de Michelson. Il est le fun, il est bon, il marche, puis il y a des données intéressantes. OK? Fait que là, je vais tasser ça ici. Attention, je tasse ça pour que vous voyez. Imaginez-vous maintenant que vous essayez de prendre un interférogramme, puis pendant ce temps-là, le laser, lui, ou la source, elle n'arrête pas de bouger. Okay? L'intensité n'arrête pas de bouger. Mais ça va être un problème. Parce qu'imaginez-vous que vous voulez voir la variation en fonction d'un délai, puis en plus, il y a une variation dans le temps parce que le laser, il n'arrête pas de varier. OK? Bien, supposons que votre laser, il y a 10 de bruit. OK? 10 de bruit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'installe à la moyenne ici, OK? Puis je mesure l'écart à la moyenne, puis ça donne à peu près 10 de la valeur moyenne. Tu sais, si je faisais une gaussienne autour, ça donne 10 Bien, moi, là, je suis en laboratoire, puis je vois que ma source, elle n'arrête pas de bouger. Qu'est-ce que je fais? Si j'ai 10 de bruit sur ma source, qu'est-ce que je fais pour avoir des bonnes données? Tu prends plusieurs sets de données.
Tu prends plusieurs sets de données, OK, mais là, tu en prends combien? Tu sais, là, toi, tu dis, tu prends beaucoup de données, mais t'en prends-tu 10? T'en prends-tu 100? T'en prends-tu 1000? Il doit y avoir une règle, là, je sais pas c'est quoi, mais il doit y Et, avoir une et- règle. bon, OK, ben est-ce qu'on en a un peu parlé à un moment donné? Ça se peut-tu qu'on se rappelle de quelque chose? Il y a quelqu'un qui Ben, vient de lever sa main, puis je ne le vois pas, oui. en choisissant le 1 sur 2 delta X là, pour le Vmax de setter sa fréquence maximum, c'est pas comme si on mettait un filtre pour enlever ce bruit-là, justement. En choisissant sa fréquence maximale. Ben, on n'oublie pas que le delta X, c'est une distance. Hein. C'est à quel moment, à quel endroit je vais prendre ma mesure. Puis là, ben, il y a le temps qui est incorporé un peu là-dedans parce que si je prends une mesure à toutes les secondes, ben, je vais, en prenant une mesure à toutes les secondes, ben, tout le bruit de haute fréquence, je le verrai comme pas. Sauf que là, présentement, c'était pas dans cette direction-là que je voulais aller. Supposons que mon laser, vraiment, il varie de 10 Fait que là, je m'installe à ma position. Puis là, je mesure l'intensité. Puis là, je mesure, par exemple, 1 milliwatt. Puis après ça, je mesure 1,1 milliwatt. Puis après ça, je mesure 0,9 milliwatt. Puis après ça, je mesure 1,01 milliwatt, etc. Ça veut dire que si je le reprenais plein de fois, j'aurais 10 de bruit. Mais moi, j'aimerais ça me débarrasser de ce bruit-là. Comment on fait en laboratoire? Si j'ai quelque chose qui n'arrête pas de varier autour d'une valeur moyenne, qu'est-ce que je fais pour baisser le bruit? Bien là, Mathieu, il a dit, ah ben, on prend plusieurs sets de données. OK. Mais j'en prends combien? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Mais on peut-tu mettre un filtre au pire? Oui, oui, OK, bon point. On aimerait ça mettre un filtre. Fait que si ça bouge vite, on voudrait mettre, par exemple, on pourrait mettre un filtre électronique. Puis, disons que ça bouge beaucoup à des fréquences inférieures à 100 Hz puis 1 kHz. Ben, mettons 1 kHz et plus, ben nous, on pourrait mettre un filtre et dire, ben, on va mettre un filtre à 100 Hz ou à 10 Hz pour que ça varie moins. Ça, c'est une façon de le faire au laboratoire. Puis, il y aurait une autre façon. Si moi, je prends plusieurs mesures, puis qu'à la fin, je garde la moyenne, est-ce que ma moyenne, elle a moins d'incertitude que mon intensité qui variait de 10 Bon, mon Il me Internet semble a besoin. que, Ah oui. il me semble que oui, si on prend la moyenne, on baisse l'incertitude. Si on prend Puis, plusieurs sets de données. puis on la baisse comment? La loi des grands nombres, le théorème central limite, ça vous dit-tu quelque chose? La loi des mesures Euh, discrètes? me, me semble qu'on a vu ça au cégep, mais j'ai pas, je me souviens pas vraiment. OK. Ah ben, Ben, oui, oui. ouais, ben, juste la formule, là, le x carré moins x bar carré sur le n sigma, là, en tout cas, ça, c'était cette grosse formule-là. Je me rappelle, ça fait un bout que j'ai fait probe, là. Mais on peut Uh-huh. utiliser. OK. On peut... Parce que la chose à savoir, OK, c'est que la. OK, je le mets ici. Ah oui, OK? l'écart type, ça dépend, c'est 1 sur n, puis 1 te sur donner. racine carrée de n. OK? Ouais. Parce que ça, là, retenez ça, là, vous avez une chose à retenir en laboratoire, là, puis c'est ça. Sérieusement, là, OK? N'importe quelle mesure qui varie, disons, de 10 ou de n, de delta % de façon aléatoire, de façon parfaitement aléatoire. Ce qu'on va dire qui est souvent le cas. OK? Bien, si quelque chose varie de 10 puis je la mesure 100 fois, bien, racine carrée de 100, c'est 10. Je vais avoir diminué mon bruit de 10 à 1 OK? La variance ou la déviation standard, l'écart type
d'un ensemble de données, si je le mesure n fois, ma connaissance de la moyenne s'améliore avec l'écart type divisé par racine carrée de n. Ça, c'est vraiment important. OK? Parce que ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez 10 de bruit, puis vous aimeriez ça avoir 1 de bruit, bien, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il faut prendre 100 mesures indépendantes, puis je vais avoir amélioré mon bruit de 10 à 1 OK? Là, c'est toujours pour des mesures indépendantes. Quand le bruit est indépendant, commencez par supposer que le bruit est vraiment indépendant, OK? Que c'est vraiment du bruit aléatoire. Puis, si ça ne fonctionne pas, on l'ajustera plus tard. C'est une loi qui est très, très, très souvent correcte. C'est pour ça que j'adore tellement le labo de Michelson, parce que ça devient important. Il y a des sources qui sont plus bruyantes que d'autres. Okay? Puis il y en a qu'il faut prendre des mesures plus longtemps, puis il y en a qu'il faut prendre des mesures moins longtemps. Bon, là, on a fini parce que là, moi, je suis vraiment plus capable. OK? Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les courbes d'intensité. Moi, je suis capable de mesurer, la puissance de mes sources en fonction du temps. Donc, moi, j'ai 4 sources. Ben, en fait, dans le labo, il y a 4 sources. Il y a l'hélium néon, il y a la lampe au sodium, il y a, excusez-moi, il y a la lampe au tungstène, puis il y a la lampe au mercure. Donc, moi, je vais vous donner l'intensité de chaque source en fonction du temps. Fait que là, vous allez avoir ça. OK. Ensuite, je vais vous donner les interférogrammes de chaque source, mais c'est vous qui allez me dire comment vous voulez vos données. OK? Vous allez me dire combien de points vous voulez, puis séparer par quelle distance. Puis vous allez me dire combien prendre de mesures M à chaque point. OK? Puis, ça va vous donner 4 interférogrammes. Puis ensuite, vous allez pouvoir me faire le nécessaire pour me donner le spectre de chaque source avec la précision suffisante que vous vouliez. OK? Donc, là, il va falloir, je vais me dépêcher de vous donner les courbes d'intensité de chaque source pour que vous ayez une idée. Mais vous allez pouvoir commencer à faire les calculs pour savoir combien de points, puis combien de delta X, puis quelle distance vous voulez entre vos points. Puis moi, ben, je vais vous donner ce que vous allez me donner. OK? Puis peut-être qu'au pire, je vais vous donner le programme pour que vous le fassiez vous-même. Mais vous allez voir, c'est la façon qu'on prend les données, c'est ce qui rend possible, l'analyse ou ce qui la rend, c'est ce qui fait qu'elle n'est pas possible. Là, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Oui, question? Est-ce qu'on connaît l'intensité du bruit? Est-ce qu'on va la connaître? Je pense que tu vas être capable de la déduire de la courbe de l'intensité de chaque source en fonction du temps. Fait que là, je vais ça va être juste la première partie. Ça va être l'intensité en fonction du temps. Fait que vous devriez être capable d'aller chercher une partie d'informations sur le bruit. OK, l'intensité en fonction du temps, puis nous, c'est quand que tu vas nous donner. OK, never mind. Je comprends. OK. Fait que là, je vais juste parce que je sais que finalement, même si je vous en dis plus, ça ne vous empêche pas de trouver ça pas nécessairement facile. OK? Je vais vous montrer un petit exemple. OK? OK, attendez ça ici. Non. On va arrêter ici. Ça ne sera pas long. Laissez faire. Attention. Allez, bon. OK. OK. Vous voyez mon écran? OK. Vous voyez que j'ai triché, hein? C'est exactement ça que je vous ai montré il y a 2 secondes. OK? Si on fait un interférogramme, OK, juste pour être certain que ça ait été vu par tout le monde. OK? Si je fais un interférogramme sur une petite étendue, sur une petite largeur de déplacement, une petite longueur de déplacement, bien, la résolution n'est pas bonne. OK?
parce que la distance ici, j'ai seulement balayé 20 microns. Hein, j'ai seulement balayé de moins 10 à 10 dans mon interférogramme. Tout est en microns. Bien, ça m'a donné une résolution dans l'espace des fréquences de 20 nanomètres. Pour avoir, ça, c'est pour un hélium néon. Pour avoir une meilleure résolution, il faut que j'en mesure encore plus long. OK? Fait ici, j'ai mesuré de moins 100 microns à 100 microns. Puis là, maintenant, regardez, je suis rendu que j'ai une précision sur ma fréquence qui est rendue, ou ma longueur d'onde, qui est de 2 nanomètres. Si j'en mesure encore plus longtemps, ici, j'en mesure de moins 1000 microns à 1000 microns, bien là, je suis rendu que, là, j'ai une fréquence qui est de mieux en mieux définie. Là, j'ai 632,75 plus ou moins 0,20. OK? Ma fréquence est de mieux en mieux définie. OK? Fait que vous allez arriver à ça, OK? Vous allez faire les calculs, vous allez lire sur les transformés de Fourier, puis vous allez être capable de me dire, moi, si j'aimerais avoir ben là, pour l'hélium néon, ça devient assez évident, mais pour les autres, ça va devenir un petit peu plus subtil, OK? Mais si je veux une fréquence, une résolution en fréquence de, par exemple, 0,2 microns, j'aurais probablement besoin de mesurer de telle distance à telle distance. OK? Donc, je vous envoie ça. OK? Je vous envoie ça le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous allez faire un rapport comme si vous aviez fait l'expérience. Puis, pour la partie méthode, là, je ne sais pas exactement comment s'arranger. En fait, je le sais. Je le sais. C'est moi qui vais vous l'écrire, votre méthode. OK? Je vais vous écrire une partie méthode, fait que vous allez voir de quoi ça a l'air, une partie méthode. OK? Vous allez voir de quoi ça a l'air, une partie méthode dans votre laboratoire. Vous allez tout me copier-coller, toute la même affaire dans votre rapport. Comme ça, vous allez voir de quoi ça a l'air. OK? Mais sinon, vous allez faire clairement les graphiques et surtout l'analyse et la discussion pour extraire les spectres de chaque source. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Est-ce que j'ai des questions? Y a-t-il un abstract à faire? Je ne sais pas si tu l'as dit. Oui, oui. C'est comme si c'était un rapport complet. C'est un rapport complet, sauf que c'est moi qui vous donne les données. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Non? Ouais, Dan. Oui. Dans le fond, là, tu vas nous donner les courbes d'intensité de chaque source en fonction du temps. Mm-hmm. Puis là, tu nous donnes ça genre aujourd'hui, puis là, je sais pas, dans quelques jours, on te renvoie qu'est-ce qu'on veut. Là. Oui, c'est ça. Vous allez me renvoyer un courriel où je vais voir, là, ça se peut que je trouve une façon autrement de. Ça se peut que je vous donne un petit programme Python qui va vous donner les données vous-même au lieu que je le fasse à votre place. Mais l'idée, ça va être que oui, vous allez avoir des interférogrammes, mais vous devez déterminer comment vous allez les prendre. Puis ça, ben, soit que vous me le demandez ou soit que je vous donne un script qui va le faire pour vous. Je n'ai pas encore déterminé. Okay, merci. Et sinon, dans le fond, il va y avoir l'intensité de chaque chose en fonction du temps, puis on va voir qu'il y a du bruit. Ouais. Et dans le fond, c'est là qu'on va choisir, dans le fond, le delta X, puis le N, puis combien de points qu'on veut. Là. Mais si tu voulais comme un... C'est-tu vraiment nous qui choisissons? On veut quelle incertitude à la fin? Là? Si on veut 1% ou 2% ou 0,1, c'est vraiment nous qui choisissons? Oui. Okay. Oui. En fait, j'essaye le plus possible de répéter l'expérience parce que ce que je vous fais choisir là, c'est vraiment le genre de choses que vous avez besoin de décider en laboratoire. OK, parfait. Merci. Oui, j'ai... Ouais, petite question. Est-ce que tu pourrais nous donner les limites physiques de ce qu'on pourrait faire? Parce que moi, je pourrais te dire, je prends un méga delta X ou un mini delta X, puis oui, en un fait, million de points. Oui, exactement. Je vais vous mettre une limite. Puis là, c'est parce que je n'avais pas encore le chiffre, mais prendre une mesure d'intensité, ça prend
environ, j'essaie de faire le calcul, là. Je pense que c'est 10 microsecondes par mesure, mais ça, il faut que je vérifie. Donc, si tu me demandes de prendre trop de mesures, ça va prendre trop de temps. Mais ça, je vais vous l'envoyer dans un courriel. Fait que si je vous dis que, par exemple, prendre une mesure, ça prend 10 microsecondes, ben si vous prenez 1000 mesures, ça va prendre 10 millisecondes à chaque point, par exemple. Fait que là, je vais vous donner une certaine contrainte si on a le goût de s'amuser avec ça, mais c'est pas super. Ça serait, disons, un paramètre avancé dans le cas de l'expérience ici. Puis c'est un peu abstrait, là. C'est une limite que je vous force à avoir. Je vais vous mettre un peu de contraintes, oui. Le 10 microsecondes, c'est sur ton ordi ou ça serait dans la vraie vie? Ça prendrait. Non, c'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ça prend 10 microsecondes. Non, à mon ordinateur, ça prend. C'est vraiment. C'est instantané, là. On peut faire justement n'importe quoi. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? OK, je vous envoie le film de tout ça qui va être sur le web, qui est particulièrement mauvais, mais bon, au moins on l'a fait. Fait que vous allez pouvoir me faire votre rapport de laboratoire là-dessus, puis je vous donne toutes les instructions plus précises avec des liens vers des vidéos, des liens vers des aspects de physique numérique si vous voulez aller les lire, des tutoriels sur les transformés de Fourier. Puis, vous me remettez votre rapport pour la fin de la session, pour le 28 avril. J'offre toujours aux gens de relire les rapports et de les commenter. Fait qu'il ne faut pas se gêner. Faut pas se gêner là, pour demander mon avis. Vous me l'envoyez par courriel, je le commente rapidement, puis je vous le retourne, puis vous avez le droit de le modifier. D'autres questions? Non? Bien, ça va être ça. Je pense que c'est mon fils Luc qui va être le plus content parce que là, je pense qu'il ne se peut plus. Alors, je vous laisse sur cette belle journée d'après-midi grise et je n'hésite pas pour m'envoyer des courriels si vous avez des questions.